Bonjour à tous. L'environnement. Et maintenant, concrètement, la préoccupation environnementale est au cœur des débats électoraux. L'État, de son côté, a annoncé sa feuille de route, décret d'avril dernier, et on a une inflation de textes, de lois ces dernières années. Il faut dire que biodiversité, GEMAPI, eau, assainissement, déchets, politique forestière, voirie, réensauvagement, éducation, commande publique, création de services ou d'espaces, pouvoir de police, zéro phyto, zéro artificialisation nette, économie d'énergie, bâtiments, mobilité, zone à faible émission, restauration collective. Pouvoir de police, n'en jetez plus. Les outils sont très nombreux dans la boîte à outils du territorial et notamment du juriste territorial. Si on dresse un inventaire d'exemples et d'actions, on se dit qu'il y a énormément de choses. Regardez. Mais si on se dit, tiens, mais finalement, il y a peut-être 3 types de grands rôles. La collectivité qui planifie, qui organise, celle qui sera vertueuse et qui aura une certaine exemplarité et qui agira, et celle qui sera actrice du changement. Sur toutes ces bases, discutons avec Yann Landau et Emmanuel Cattiot pour une interview. Yann, Emmanuel, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et première question. Alors Yann, d'abord tu identifies la collectivité planificatrice, organisatrice, c'est-à-dire? Les collectivités peuvent d'abord intervenir à travers leur planification. Les SRADEC, les SCOT, les PLU, également les PCAET évidemment. Également, la collectivité a un rôle à jouer sur la sensibilisation de son territoire. Chaque acteur a des compétences spécifiques. Attention à bien intervenir dans son propre domaine de compétences, ou sinon d'aller chercher une complémentarité avec les autres acteurs publics. Et puis, regardons aussi un petit peu les CTE, les contrats de transition écologique, outils passionnants pour justement fédérer un territoire autour d'un projet environnemental. Oui, mais la collectivité vertueuse, de quoi parle-t-on? Alors évidemment, la commune a aussi un rôle d'exemplarité. Elle peut mettre en place, pour elle, ses propres besoins, des CEP, par exemple, des conseils en énergie partagée, ce qui permet, de se doter de moyens humains pour faire des économies d'énergie à l'échelle de l'ensemble de la collectivité. On peut aussi, en cascade, réduire notre empreinte énergétique au niveau de la commune et montrer l'exemple en la matière, mais aussi réduire nos coûts. Et puis, il y a plein d'actions qu'on peut porter aussi. Par exemple, agir sur la pollution lumineuse de la collectivité. On peut également mettre en place des bonnes pratiques au sein de ses propres services, adapter les modes de travail, c'est encore plus vrai avec la crise sanitaire, mettre en place des politiques internes de tri, mise en place de services de mise en relation de covoiturage, garage à vélo et ainsi de suite, aussi bien auprès de ses agents, mais qu'on peut aussi à terme ouvrir auprès de sa population. Et puis, évidemment, on peut jouer sur les leviers de la commande publique, bien réfléchir à sa commande publique, favoriser des pratiques vertueuses en la matière. Et la collectivité peut être aussi plus directement actrice du changement. Et bien entendu, la collectivité aussi peut être actrice du changement, et c'est-à-dire agir sur son territoire. Elle peut développer une stratégie d'alimentation durable, en s'appuyant notamment sur les mécanismes de la loi Egalim. Elle peut aussi évidemment avoir des stratégies d'aménagement, d'urbanisation pour adapter son territoire aux enjeux de la transition environnementale, et notamment explorer la question des zones à faible émission, des territoires étant obligés d'en mettre en place, mais d'autres pouvant aussi se saisir de cette préoccupation. Et puis, c'est toute la question des nouveaux développements, les liaisons douces, l'aménagement d'espace qui favorise les mobilités alternatives. Également, j'ai un rôle à porter au titre de la qualité à des nouvelles mobilités. La collectivité peut être partie prenante de manière très interventionniste sur tout ce qui peut être énergie renouvelable sur le territoire, et notamment aussi les recharges des véhicules électriques, par exemple, ou demain hydrogène. Également, elle peut accompagner et aider à faire émerger des projets issus du secteur privé en les facilitant dès lors que ces projets ont également un aspect favorable sur l'empreinte environnementale. Et puis évidemment, la commune notamment, mais ça peut être aussi au niveau communautaire, peut intervenir sur des pouvoirs de police qui permettent aussi de faire respecter tout un ensemble de principes en la matière. Merci, mais passons maintenant à Emmanuel Cattiot, DGS, qui a travaillé beaucoup sur la mise en œuvre de tout ça. Et quelles sont justement, Emmanuel, les difficultés que tu as rencontrées pour la mise en œuvre de ces projets de développement durable? C'est la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne. 2 exemples. Le premier sur la création d'une production alimentaire locale pour alimenter la restauration collective. Il est important, de la terre à l'assiette, d'avoir formé, informé tous les professionnels, y compris ceux qui encadrent les enfants à la cantine. Sinon, c'est un vecteur d'échec. Et deuxième exemple, sur par exemple l'intégration d'une chaufferie bois dans un bâtiment collectif public, le fait de ne pas mobiliser dès le départ du projet les techniciens qui auront en charge le suivi du bâtiment pendant de nombreuses années, s'ils ne sont pas convaincus
de l'intérêt d'installer une chaufferie bois et de s'approvisionner sur une autre filière, eh bien, c'est aussi un facteur d'échec. Tous les acteurs de la chaîne sont importants dans un projet de développement durable. Et du coup, ça te conduit à quel conseil pour piloter ces projets? Je vais être peut-être surprenant, mais je pense qu'il faut être directif sur un aspect. Aussi bien sur le plan politique, les élus et le groupe d'élus, que les cadres et les techniciens de la collectivité. Tout projet de développement durable implique de nombreuses délégations et de nombreux services. Ça veut dire très concrètement que pour piloter ce projet transversal, il faut qu'il soit piloté par le haut politiquement et par le haut administrativement. Ça veut dire que le seul chargé de mission sur le projet se heurtera à des murs d'incompréhension dans les services parce que ce ne sera pas forcément la priorité. Et le seul élu dans sa délégation au développement durable se heurtera aussi à d'autres priorités et du moment qui feront qu'il y aura beaucoup de frustration générée. Donc, 2 obligations pour éviter cela. Le maire ou le président de la collectivité doit imposer un travail collégial des élus concernés et le directeur général des services doit imposer un travail collégial des cadres et agents concernés. Et quels sont les points de vigilance que tu soulignerais quant au travail du DGS et du juriste en ce domaine? Pour moi, l'un des points essentiels de vigilance, c'est la gestion des temporalités. Les projets de développement durable nécessitent de nombreux acteurs, des financeurs, des intervenants, des experts. Et la notion de calendrier de projet, la notion de pilotage de projet va générer aussi du travail juridique et administratif qu'il convient d'organiser dans le temps avec un recalage régulier. Ce sont des projets en général plutôt longs, complexes, qui nécessitent une vraie vision et un vrai pilotage administratif et financier au sein de la collectivité en interface avec tous les participants. Donc c'est vraiment le point de vigilance pour le DGS, le juriste, mais aussi le directeur financier. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Et merci à vous. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner juste après. Et à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Au revoir.